Alors c'est peut-être le cœur de l'exposition, cette troisième section, Athènes, nouvelle capitale. La capitale est choisie en 1834. Pourquoi je dis que c'est le cœur de cette exposition? Parce que c'est le cœur d'un moment de cristallisation. L'État grec est devenu indépendant, reconnu entre 1829 et 1832, mais il faut tout inventer. À commencer par se doter d'une capitale. Alors à l'époque, Athènes c'est une toute petite ville, un village presque. Il n'a pas beaucoup changé depuis la fin du XVIIe siècle. Donc là, on va présenter d'ailleurs toute une série de plans d'architecture et d'élévation de monuments, parce qu'il y a tout à construire. Il y a à construire une ville moderne, donc avec les attributs d'une ville moderne, un parlement, des bâtiments, une académie, une université. Voilà. Donc il y a tout à faire. Or, à faire dans un petit village ottoman, qui se limite au flanc nord de l'acropole. Il y a tout à inventer. Il y a à inventer une imprimerie nationale, à réinventer une langue, parce que la langue était restée la langue de l'Église, et donc il faut inventer une langue quotidienne, une langue savante aussi. Et dans toute cette histoire donc il y a toute une identité à réinventer. Et ce que nous montrons, ce qui est passionnant, c'est que bien entendu, les Grecs l'ont fait aussi en regardant des Européens, d'autres Européens, regarder leur propre culture. Et là, il y a un rôle particulier lié à l'Allemagne, ce qui est un peu paradoxal dans une exposition Paris-Athènes, mais il faut reconnaître en effet que, alors qu'à l'origine, les Grecs voulaient se doter d'une république, très rapidement, les trois puissances ont contribué à la libération de la Grèce, la Russie, la France et l'Angleterre, s'entendent pour qu'un prince soit nommé roi, et on choisit donc un fils cadet du roi de Bavière, Othon Ier, qui devient le premier roi de Grèce de 1832 à 1862. Il a épousé une princesse allemande, la première reine de Grèce s'appelle Amalia. Alors il ne va jamais se convertir à l'orthodoxie, ce prince allemand, puisqu'il est catholique. Il va créer d'ailleurs une cathédrale catholique à Athènes. Bon, finalement, il va être contraint à l'exil en 1862, donc la Grèce n'a pas vraiment pris, mais il faut savoir que ça a été très important pour l'identité culturelle grecque, puisque Othon va tout créer, une société archéologique, une académie, une université, et bien entendu, il va envoyer ces jeunes artistes grecs se former à Munich. Donc Athènes devient une sorte de nouvelle Munich. Et les premiers artistes, Niképhoros Lytras par exemple, ou Nicolaos Gysis, sont envoyés à Munich se former. Alors même si le roi lui-même perd le pouvoir en 1862, dans les années 1870-1880, ces artistes sont les représentants d'une école de Munich. Et aujourd'hui, contrairement à ce que pensent les gens, Athènes est une très très belle ville du 19e siècle qu'il faut visiter pour cela, et à l'échelle en effet de la Munich du 19e siècle. Alors bien entendu, il y a différents clans et différents camps. Il y a un parti favorable au Royaume-Uni, un parti favorable à l'Allemagne, aux royaumes allemands. Il y a un parti favorable à la France, bien entendu. D'abord, d'un point de vue de la langue, puisqu'il faut savoir que la langue des élites grecques du 19e siècle, c'est le français, et l'enseignement du français. Et notamment parce que des Français ont joué un rôle, c'est le cas d'un éditeur français qui s'appelle Firmin Didot. Donc on présente un certain nombre de ses publications. C'est Firmin Didot qui met au point l'imprimerie nationale grecque, les caractères grecs. C'est dans ce contexte des années 1840, en 1846 très précisément, que Louis-Philippe crée l'école française d'Athènes, qui est donc la plus ancienne école étrangère installée en Grèce et la plus ancienne école française créée dans le monde. Avec à l'origine un objectif assez clair qui est la diffusion et le rayonnement du français, déjà la francophonie, puisqu'on y envoie des jeunes agrégés de l'enseignement français, essentiellement pour se frotter à la culture grecque ancienne, mais aussi pour enseigner le français et pouvoir diplômer de jeunes grecs en langue française. Très rapidement, cette école française d'Athènes, avec l'évolution aussi de la discipline, va se transformer en école d'archéologie, ce qui n'était pas le cas au début. Et on présente ici des documents d'archives exceptionnels et des objets, puisque nous arrivons finalement à la troisième section de l'exposition. Dans les années 1870 commence le temps des grandes fouilles. Et l'école française d'Athènes a joué un rôle que nous montrons ici grâce à des prêts exceptionnels de l'école. La première fouille systématique de l'école a lieu en 1870 à Santorin. Donc Santorin, c'est la plus méridionale des Cyclades. Et Émile Burnouf, donc ce jeune membre de l'école française d'Athènes, révèle une civilisation complètement inconnue. Donc détruite, l'île de Santorin a été détruite par un énorme tsunami, tremblement de terre au milieu du deuxième millénaire, dans les années 1500 avant Jésus-Christ. Donc on ne savait rien de cette culture avant ces fouilles. Et vous voyez que l'archéologie n'est pas simplement une science auxiliaire de l'histoire, elle révèle des pans entiers de l'histoire grecque qui était juste là, limitée à ce que les textes antiques nous disent du premier millénaire avant Jésus-Christ.
Voilà, donc là on présente de ces objets, de cette civilisation disparue au milieu du deuxième millénaire, et Émile Burnouf commence à comprendre la stratigraphie, c'est-à-dire que les couches se sont superposées. Vous voyez, donc là on présente un dessin assez exceptionnel d'une première coupe stratigraphique faite à Santorin par Émile Burnouf. Alors ce temps des fouilles, c'est donc la 4e section donc, de l'exposition, avec un accent, puisque l'exposition s'appelle Paris-Athènes, sur l'apport des Français, bien entendu, à ces fouilles. Il faut savoir que le gouvernement grec, dès 1837, se dote d'une société archéologique avec la protection du patrimoine. Donc très tôt, la Grèce a protégé son patrimoine avec l'interdiction d'exportation des antiquités et en se réservant bien entendu certains sites, dont l'Acropole, qui devient la fouille emblématique donc, du gouvernement grec tout au long du 19e siècle, de manière très symbolique. On ne peut pas comprendre l'attachement donc encore aujourd'hui au marbre du Parthénon et à l'ensemble des Grecs si on ne comprend pas que c'est l'acte fondateur de la reconnaissance et de la redécouverte de son patrimoine par ce jeune État dès les années 1830. Alors la France a contribué à 2 fouilles particulièrement importantes, on aurait pu en citer beaucoup d'autres, que sont Délos et Delphes dans les années 1870. Donc c'est finalement ce que nous exposons aussi dans cette section, un 3e temps de l'archéologie, après l'archéologie diplomatique de la fin du XVIIIe siècle, après l'archéologie liée aux expéditions militaires du début du XIXe siècle. Voilà le temps arrivé de l'archéologie scientifique, avec une discipline, avec une méthode scientifique, notamment le recours systématique à la photographie, au relevé, au moulage, puisque justement les objets ne quittent plus le sol grec. Et donc Théophile Homolle, qui a été directeur de l'école française d'Athènes, a engagé 2 fouilles importantes, celle de Délos en 1873 et à partir de 1892 la grande fouille de Delphes qui a duré 10 ans. Alors il faut imaginer qu'entre 1870 et 1900-1910, notre connaissance du monde grec antique est complètement bouleversée. Alors on en a voulu donner comme un avant-goût en présentant ce que vous avez derrière moi, c'est-à-dire l'exposition qui a eu lieu au Palais de l'Industrie à Paris en 1862. Donc on avait chargé M. Ravesson-Molien, qui était inspecteur à l'instruction publique, de collecter des moulages donc, de ce qu'on croyait être la sculpture grecque pour le renouvellement des écoles de dessin. Donc c'est exposé à Paris en 1862, donc vous voyez, on est déjà très tard dans le 19e siècle, et Ravesson-Molien a essayé de collecter ce qu'on croyait être la sculpture grecque. Alors à l'époque, la seule sculpture grecque vraiment connue en Europe, donc c'est un kouros qui provient de la région de Corinthe et qui était exposé au musée de Munich, donc dont il obtient le moulage, et sinon, bon, il fait ce qu'il peut, il rassemble des choses, et aujourd'hui nous savons que ces œuvres ne sont pas grecques, elles sont essentiellement des pastiches d'époque romaine d'œuvres grecques. Mais ce qui est très important aussi pour l'histoire du goût, c'est de comprendre qu'en 1862, on ne sait presque rien de la sculpture grecque, mais c'est surtout que pour la première fois, on va présenter des moulages d'œuvres dérestaurées, c'est-à-dire où on retire les têtes, les bras, les jambes qui avaient été ajoutées au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle selon donc, le goût donc, de l'époque moderne. Et donc on ne peut pas comprendre Rodin ou Brancusi ou Bourdelle si on ne comprend pas qu'ils ont vu ces moulages donc en 62 et qu'on commence à s'habituer à voir des fragments. Alors cette photographie de la connaissance de l'archéologie en 1862 à Paris nous permet de mieux comprendre l'apport de ces fouilles. C'est peut-être la salle la plus spectaculaire de l'exposition. Je dis ça parce que j'ai moi-même fouillé à Délos et à Delphes et que bien entendu, c'est lié à mon expérience personnelle, mais nous avons en effet là réussi non seulement à montrer des originaux qui viennent du musée archéologique de Délos et du musée archéologique de Delphes, mais aussi à rassembler toute la documentation donc réunie par les archéologues français à la fin du XIXe siècle. Donc ce sont des prêts très très exceptionnels donc, du ministère de la culture grecque. Alors à Délos, qu'est-ce qu'on révèle? Cette île a été abandonnée donc à la fin de l'Antiquité, donc les archéologues français découvrent une ville avec des maisons parfois sur 3 étages conservées, avec des mosaïques au sol, des peintures. Donc voilà, c'est un vrai bouleversement parce que autant depuis le XVIIIe siècle on connaissait avec Pompéi et Herculanum ce que pouvait être une petite ville à l'époque romaine, autant on ignorait tout de l'habitat du monde grec. Et là donc est exposée pour la première fois une de ces mosaïques, Dionysos à la panthère. Donc, et on présente aussi le matériel réuni par les archéologues français. Et pour Delphes, on a rassemblé grâce à une exposition aussi en échange, donc à Delphes
Delphes, en ce moment, a lieu une exposition de 28 œuvres du musée du Louvre, sous la lumière d'Apollon, qui montre le thème apollinien dans les collections du Louvre, en peinture, en sculpture. Et grâce à cela, donc, le musée archéologique de Delphes s'est séparé de chefs-d'œuvre, sans doute le plus beau vase grec conservé au monde, qui est une coupe à fond blanc représentant Apollon lui-même, donc en train de faire une offrande de liquide, une libation, et puis une sélection de bronze qui montre l'apport de cette fouille, c'est-à-dire la connaissance notamment de l'archaïsme et le renouvellement complet de la connaissance du classicisme grec, puisque c'est à Delphes pour la première fois qu'on explore un sanctuaire complètement. Il faut imaginer, c'était une aventure humaine incroyable, donc en 10 ans, il y avait un petit village qui s'était installé, donc on a démonté le village, on a acheté les maisons, donc le Parlement français a voté un des crédits exceptionnels, donc ce sont des ingénieurs français spécialistes du rail, donc de l'exploration minière qui ont installé un réseau de Decauville pour dégager les déblais. On a systématiquement photographié. Par exemple, il y avait une petite église donc d'un monastère installé au XVIIIe siècle sur le site du gymnase antique. On l'a photographié, démonté, prélevé les fresques qui sont aujourd'hui au musée byzantin d'Athènes. Donc on présente cela. Donc c'est aussi une première sensibilité, vous voyez, parce que l'archéologie c'est destructeur. Ce que vous fouillez n'existe plus, puisque vous l'enlevez. Donc, et là, pour la première fois, on a sauvé, en quelque sorte, donc les fresques de cette église qui sont tout de même conservées. Et puis, donc, les Français ont été tellement fiers de cette grande aventure. On est aussi dans un contexte de rivalité franco-allemande. Les Allemands ont repris les fouilles d'Olympique, qui étaient pourtant, je voulais rappeler, donc une fouille française à l'origine, donc en 1828. Et donc là, dans ce contexte exacerbé par la guerre franco-prussienne de 1870, voilà, donc les Français veulent prouver leur rapport à cette archéologie grecque. Et à l'exposition universelle de 1900, ils rassemblent des documents exceptionnels. Donc ils ont obtenu en moulage l'ensemble des sculptures de Delphes. Et là, on en présente plusieurs exemplaires. C'est très spectaculaire. Mais il faut savoir que le voyage en Grèce est encore très rare. Et c'est ainsi que le public, mais aussi les savants ont connu ces découvertes. Le sphinx des Naxiens, la colonne des danseuses, mais aussi la sculpture archaïque grecque a d'abord été connue par ces moulages, et au point d'ailleurs que dans les premiers ouvrages, c'est ces moulages qu'on prend en photo. Et ce pavillon donc, de l'archéologie grecque à l'exposition universelle de Paris en 1900 a un tel succès, donc finalement tous ces moulages sont présentés au Louvre de 1901 à 1934. Et c'est là que Rodin les a vus. Vous entendez du Debussy, Debussy a vu la colonne des danseuses et a composé ce prélude que vous entendez à propos des danseuses de Delphes. Il n'a jamais vu les vraies danseuses, il a vu ce moulage. C'est là que Mario Fortuny, donc un designer, donc renouvelle la mode donc, en inventant une robe qui s'appelle Delphos, en voyant le moulage de l'origine de Delphes, une robe qui veut libérer le corps de la femme, une robe de soirée que Sarah Bernard ou Isadora Duncan portent. C'est là qu'Isadora Duncan donc, découvre la colonne des danseuses et s'en inspire pour ses chorégraphies. Voilà, donc, il y a une partie donc, vous voyez, de l'art nouveau et de renouvellement de l'art européen qui est passé par ce pavillon donc, de l'archéologie en 1900.